Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir le professeur Schank, expert du mieux vivre en réanimation, pour nous parler de la prise en charge de la douleur en réanimation en 2024. Merci professeur Schank d'avoir accepté notre invitation. Alors, je commence immédiatement avec une première question. La douleur en réanimation, est-ce encore un problème en 2024 ? Alors, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Merci Enora pour cette interview. Et est-ce que c'est un problème la douleur en 2024 ? Je pense que ce sera toujours un problème dès lors que les patients ont des pathologies extrêmement graves qui ont motivé leur admission en réanimation, un service avec des thérapeutiques invasives, intensives. Est-ce que c'est moins un problème qu'il y a 25 ans quand on a commencé à parler de la douleur en réanimation ? Ça fait presque à peine 25 ans qu'on en parle vraiment de la douleur en réanimation, puisque les premières échelles datent de cette époque-là. Et à l'époque, on n'avait même pas tellement la possibilité d'en parler, pas d'instrument de mesure, pas de douleur, mais aussi il y avait une crainte à évaluer la douleur en réanimation, parce que derrière, il y avait la peur, la suspicion qu'on allait donner encore de la morphine à des patients instables, à des patients insuffisants respiratoires aigus qui ont besoin de beaucoup d'oxygène. Et le principal, il y a 20-25 ans en réanimation, c'était que les patients sortent vivants de la réanimation et puis le post-réa importait beaucoup moins. Donc certes, on a fait des progrès, mais il y a encore de la douleur, il y en aura peut-être toujours. Et la façon de l'approcher aussi nécessite encore qu'on y réfléchisse, d'où l'intérêt d'en discuter aujourd'hui. Parlons maintenant de la mesure de la douleur. Est-ce que en 2024, on a mieux que l'EVA ? Alors oui, on a mieux que l'EVA, il y a l'échelle numérique. Je rigole parce que on a un problème en France avec l'EVA, c'est que évaluation commence par EVA et à partir du moment où on fait une évaluation subjective de quoi que ce soit, on parle d'EVA, même si on utilise une échelle numérique 0,10, orale ou visuelle. Et sans curseur, l'EVA, on rappelle, elle fait 10 cm, elle a une précision du millimètre, il y a un petit curseur, le soignant seul peut mesurer la douleur précisément de 0 à 100 mm, le patient ne voit pas le chiffre. Donc cette EVA, elle n'est pas si facile à faire que ça en réanimation parce que le patient ne peut pas tenir le curseur souvent de lui-même. Et l'échelle numérique, elle est plus facile à faire, plus facile à comprendre, elle est plus faisable et finalement c'est un petit peu l'échelle numérique qui s'est répandue un peu partout. Elle n'est pas moins fiable, au contraire même elle est un peu plus fiable. Et puis donc cette échelle d'auto-évaluation, l'échelle numérique entre autres, on a encore des progrès à faire. Donc c'est pas acquis. Par exemple, on n'en faisait pas du tout il y a 20 ans. Et maintenant, on en fait systématiquement, mais est-ce qu'on l'a fait bien ? Et je renvoie à cette méga belle interview que vous avez faite avec Katia Ganti pour la SFAR, qu'il faut voir et revoir et lire également l'ouvrage, voir la pièce de théâtre de Katia Ganti, qui est cette jeune comédienne qui a fait un séjour en réanimation. Elle dit bien que l'échelle 0,10, elle n'en pouvait plus assez rapidement, puisque 20 fois par jour, on lui demande un chiffre. Mais qu'est-ce qu'on fait du chiffre après ? Finalement, pas grand-chose. Et elle souffrait et elle donnait un chiffre, mais qu'est-ce qui se passait ? On lui expliquait pas. Et puis, on lui demandait même pas où c'est qu'elle avait mal. On la rassurait pas. Donc, le chiffre seul, c'est pas suffisant. Alors, on est passé de 0 chiffre à que des chiffres. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a l'équipe d'Hélène Belleuil qui vient de publier, c'est InPress, un article dans BJA, en salle de réveil. Ils ont comparé l'échelle de douleur 0,10 à l'échelle de confort. 0,10 et 10 étant plus confortable. Et donc il n'y a pas de différence sur la consommation d'opioïdes, ce qui était l'objectif principal. Mais quand on lit vraiment la façon de faire, on s'interroge sur notre propre pratique, que peut-être que l'échelle de confort, elle est plus douce à administrer que l'échelle de douleur, même si à la fin,
on arrive au même point qui est détecter la présence d'une douleur. Donc on a encore beaucoup à apprendre avec le maniement de ces échelles et surtout ne pas laisser le patient avec un chiffre sans l'explorer où c'est qu'il y a cette douleur et rassurer le patient qu'on va tout faire pour prendre en charge cette douleur. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait aujourd'hui des progrès dans le traitement ? Alors on a fait beaucoup de progrès. Heureusement, grâce à la pharmacopée moderne, on a des opioïdes de synthèse hyper maniables. Je pense au rémifentanil, à l'alfentanil ou tout simplement à tous les dérivés du fentanyl. Et on peut administrer des médicaments pour supprimer toute douleur nociceptive et les réverser rapidement avec une pharmacocinétique vraiment extraordinaire. Mais on a aussi fait surtout des progrès dans la stratégie d'analgésie globale et quelque chose qui est cher aux anesthésistes, réanimateurs, c'est l'analgésie multimodale, c'est la prise en compte de tout ce qui peut se passer en périopératoire. C'est le fast track recovery, c'est l'amélioration de réhabilitation accélérée après chirurgie donc, et qui inclut une analgésie optimale. Et cette analgésie optimale, elle passe par moins d'opioïdes, voire pas du tout d'opioïdes, avec tout un tas de médicaments co-analgésiques, avec des techniques d'anesthésie ou d'analgésie loco-régionale, avec des techniques non pharmacologiques. Et c'est l'ensemble de ces techniques qui permet de réduire les opioïdes. Et cette culture du périopératoire, de la RAC, elle a infusé également en réanimation polyvalente, qu'elle soit chirurgicale ou médicale, puisque les recommandations actuelles, c'est d'utiliser une analgésie multimodale pour éviter les opioïdes, en diminuer leur posologie. Et toutes les avancées thérapeutiques, incluant également les techniques non pharmacologiques, sont les bienvenues dans ce domaine. Merci beaucoup. Autre question, on se préoccupe aujourd'hui davantage des séquelles après la réanimation, qu'elles soient psychologiques, physiques. Est-ce qu'on sait quel est l'impact de la douleur ressentie en réanimation sur le devenir des patients et par exemple sur leur qualité de vie au décours ? C'est une question qui est importante puisque, comme on l'a dit, il y a 25 ans, on ne se préoccupait pas tellement de la douleur, puisqu'en réanimation, ce qui importait, c'est que le patient sorte vivant de la réanimation. Et maintenant, notre objectif, c'est qu'il ait une bonne qualité de vie après la réanimation avec peu ou pas de séquelles et physiques et psychiques. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'on est dans une espèce de paradoxe. C'est que les patients qui n'ont aucun souvenir de la réanimation sont plus à risque de faire un syndrome de stress post-traumatique puisqu'ils ont emmagasiner des souvenirs plutôt de manière implicite, inconsciente, et ça favorise le syndrome de stress. Et ils ont plus de risques de faire de syndrome de stress post-traumatique que les patients qui se rappellent avoir eu mal quand on aspirait des sécrétions endobronchiques. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut favoriser la douleur, ça veut dire qu'il faut diminuer la sédation, améliorer la cognition de nos patients. Parce que si on regarde de près après, quand on interroge les patients qui ont un souvenir douloureux factuel, ils sont quand même à plus de chances de faire un syndrome de stress post-traumatique que ceux qui se rappellent de manière factuelle avoir été en réanimation, mais ne pas avoir souffert. Et puis on a des prévalences de la douleur plusieurs mois après la sortie de réanimation de l'ordre de 40% dans la population, qu'elle soit à majorité post-traumatique ou bien seulement septique ou médicale, parce que la réanimation, les pathologies qui ont conduit le patient en réanimation sont pourvoyeuses de douleur, mais la réanimation est un modèle expérimental où on fabrique de la douleur avec des soins douloureux qui sont répétés tout au long de la journée chez des patients qui ont un état souvent inflammatoire avec une sensibilisation des voies de la douleur. On les tourne sur le côté pour la toilette, ça fait mal, on aspire les sécrétions bronchiques, ils sont immobiles, il y a de l'ankylose. Et dans cet état inflammatoire avec propice à l'hyperalgésie, on va souvent recourir à des opioïdes et les opioïdes peuvent eux-mêmes entraîner une hyperalgésie induite
Et donc, on a vraiment le modèle des douleurs répétées avec un traitement qui est efficace ponctuellement, mais qui devient contre-efficace. Et d'où, encore une fois, l'analgésie multimodale et l'épargne des opioïdes, mais aussi des soins qui doivent être le plus doux possible, la relation d'aide, un vrai travail dans l'approche du patient pour une réanimation la plus douce possible. Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que, on va parler un petit peu de la suite là, quel est l'avenir dans la prise en charge de la douleur en réanimation? Alors, il y a un avenir avec l'évaluation de la douleur, puisque ne serait-ce que demander au patient s'il a mal, on l'a vu avec les échelles d'auto-évaluation, on a fait 20 ans de progrès et on se questionne encore comment approcher mieux le patient. Êtes-vous confortable? Avez-vous mal? Très bien, j'ai entendu que vous aviez mal, mais dites-moi où, on va voir comment vous soulager. Souhaitez-vous un traitement? Donc, ce sont des questions essentielles. Chez le patient qui ne peut pas évaluer, il y a les échelles comportementales, l'échelle de Payen, l'échelle BPS, l'échelle comportementale de la douleur, a été publiée en 2001 et elle est de plus en plus utilisée. Mais là encore, on perçoit en lisant le livre de Katia Ganti qu'elle est parfois mal utilisée, puisqu'elle nous démontre par A plus B, Katia Ganti, qu'à un moment donné, elle souffre le martyre, et pourtant elle s'entraîne. Alors elle est comédienne, c'est peut-être plus facile, mais elle s'entraîne à avoir un visage neutre, sans grimace. Elle dit que le plus compliqué, c'est d'avoir un visage neutre, sans grimace, pour montrer à ses proches qui viennent la voir que tout va bien. Et elle dit aussi que finalement, même quand ils partent, elle garde ce visage neutre parce que, quelque part, ça l'aide à combattre cette douleur, cet état de souffrance globale. Et là, on comprend bien que l'échelle comportementale de la douleur, quand nos IDE la font, cette échelle, tout le temps, y compris pour des patients qui sont capables de communiquer, elle ne vaut rien. Et elle a été inventée, en fait, en plan B, B comme BPS. Le plan A, c'est comme auto-évaluation, AUTO. Le plan B, c'est BPS pour les patients qui ne sont pas capables de communiquer, ceux qui sont sédatés, confus, etc. Dans le progrès, il y a le plan C, c'est les patients qui sont sous curare, où là, on ne peut rien évaluer. On parle même de black box. Et la recherche, elle est électrophysiologique pour déterminer de nouveaux appareils qui vont mieux évaluer la douleur dans cette black box. Après, le traitement, tout le monde rêve de nouveaux médicaments. On parle même de vaccins contre la douleur, de supprimer la douleur. Alors attention, parce que la douleur, c'est un symptôme d'alarme. Les patients qui naissent avec une analgésie congénitale ont une durée de vie diminuée. Ils ne vont pas reconnaître le point douloureux. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'évaluation fine de la douleur, c'est justement l'échelle qui est à 2, 3, 4, et dans un site différent du site opératoire qui va nous faire le diagnostic du phlébite, etc. Et donc, même si on ne peut pas supprimer complètement toute la douleur, c'est un vœu pieux et peut-être contre nature, on espère quand même avoir de nouvelles cibles thérapeutiques, puisque actuellement le médicament le plus efficace, c'est quand même l'opioïde pour la douleur nociceptive, mais c'est à double tranchant avec ça marche, mais ensuite ça reprogramme les voies et le patient est encore plus à risque d'avoir mal. Donc des progrès dans le diagnostic, des progrès dans la thérapeutique, des progrès surtout, comme on l'a dit depuis le début, dans l'approche globale de ce qu'est le soin, de ce qu'est la relation à l'autre. Il n'y a pas que de la douleur, ça reste dans le top 5 des symptômes les plus fréquemment source de souffrance chez les patients survivants. Mais aujourd'hui, avant c'était le top 5 il y a 20 ans, maintenant, c'était le top 1 même il y a 20 ans. Maintenant, c'est dans le top 4 environ, puisque les deux premiers, c'est la soif, l'insomnie, et le troisième, c'est l'anxiété, et puis les deux derniers dans le top 5, c'est la douleur et la dyspnée. Donc soif, insomnie, c'est vraiment ce qui préoccupe le plus. Est-ce qu'il faut donc faire une échelle de 0,10 pour la soif, l'insomnie, l'anxiété, la dyspnée, la douleur, etc. Finalement, on s'en sort pas parce qu'il y a probablement 40 autres causes possibles de souffrance. Et quand on interroge Katia Ganti sur s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour elle à un moment donné, qu'elle aurait souhaité, elle dit un shampoing, parce que finalement, avoir les cheveux gras, ça l'empêchait de s'endormir, de se reposer. Une fois qu'elle a eu les cheveux propres, elle a pu se reposer. Et il faut toujours être à l'écoute, ouvert, à l'écoute de nos équipes infirmières, médicales, de nos collègues, à l'écoute des patients, de leurs familles, et toujours avoir cette petite phrase de conclusion qui est: y a-t-il quelque chose d'autre que je puisse faire pour vous aujourd'hui qui vous ferait plaisir? C'est peut-être ça finalement l'avenir.
Merci beaucoup, professeur Chante, pour votre éclairage sur cette question d'importance majeure. Merci à tous nos auditeurs pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et pensez à vous abonner. À très bientôt.